Sophie se précipita dans l'église Saint-Germain-des-Prés, le cœur battant à tout rompre, ignorant les regards curieux des fidèles qui murmuraient des prières du soir. Elle avait reçu un message affolé de Camille. « Viens vite. Ils savent tout. » Mais en arrivant, elle trouva seulement une enveloppe glissée sous un banc, avec son nom écrit d'une main tremblante. Et Camille avait disparu comme si la terre l'avait engloutie. L'enveloppe était lourde, imprégnée d'une odeur de lavande que Camille adorait, celle de leur appartement partagé en secret dans le Marais. Sophie l'ouvrit d'une main hésitante, et les mots jaillirent comme un coup de poignard. « Ma chérie, ils m'ont forcée à venir ici pour prier contre notre amour. Je ne peux plus lutter. Pardonne-moi. » Le monde de Sophie s'effondra en un instant, elle qui avait toujours cru que leur relation pouvait survivre aux ombres, se retrouvait seule face à l'abîme. Paris bruissait autour d'elle, indifférente à sa détresse, tandis qu'elle quittait l'église en titubant. Les rues animées du quartier latin semblaient moqueuses, avec leurs couples hétérosexuels se tenant la main sans crainte. Sophie repensait à leur rencontre, 2 ans plus tôt, lors d'un séminaire sur la littérature féministe à la Sorbonne. Camille, professeure adjointe en philosophie, avait captivé l'auditoire avec son discours sur l'identité et la liberté. Sophie, étudiante en master de psychologie, avait osé l'approcher après la conférence, et une étincelle avait jailli. Au début, c'était innocent, des cafés interminables à discuter de Sartre et de Beauvoir, des promenades le long de la Seine où leurs mains se frôlaient par accident. Mais rapidement, l'attirance avait pris le dessus. Camille, avec son assurance forgée par des années de luttes intérieures, avait initié le premier baiser dans un petit bistrot caché. Sophie, plus jeune et inexpérimentée, s'était sentie vivante pour la première fois. Elles avaient construit leur bulle, un refuge contre le monde extérieur. Pourtant, les fissures étaient apparues tôt. La famille de Camille, issue d'une lignée conservatrice de la bourgeoisie lyonnaise, exerçait une pression constante. Sa mère, une catholique fervente, appelait tous les dimanches pour s'assurer que Camille assistait à la messe. « Tu dois penser à ton avenir, ma fille. Un mari, des enfants. C'est ce que Dieu veut. » Camille riait de ses appels au début, les qualifiant de reliques du passé. Mais Sophie voyait l'ombre dans ses yeux. Elle-même venait d'une famille plus libérale, à Nantes, où ses parents, professeurs d'université, prônaient l'ouverture d'esprit. Mais même ignorait tout de sa relation avec Camille, Sophie craignait leur déception, cachée derrière un voile de tolérance théorique. Leur vie quotidienne était un équilibre précaire. Camille enseignait à la Sorbonne. Sophie terminait sa thèse sur les troubles identitaires chez les jeunes LGBTQ+. Elle partageait un appartement modeste, rempli de livres et de souvenirs de voyages volés, un week-end à Provence, une escapade à Amsterdam. Mais les secrets pesaient lourd. Camille évitait les dîners familiaux, prétextant des conférences. Sophie mentait à ses amis sur ses soirées entre copines. La tension montait, comme une tempête qui s'annonce. Un soir, après une dispute anodine sur qui ferait la vaisselle, Camille avait craqué. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore mentir. Sophie. Ma sœur m'a vue avec toi au marché. Elle pose des questions. » Sophie l'avait prise dans ses bras, murmurant des promesses, on affrontera ça ensemble. L'amour vrai triomphe toujours. Mais au fond d'elle,
Elle doutait. Les statistiques qu'elle étudiait dans sa thèse étaient claires, les rejets familiaux menaient souvent à la dépression, aux ruptures. Elle se surprenait à analyser leur relation comme un cas d'étude, ce qui la terrifiait. Le lendemain de la disparition, Sophie fouilla leur appartement à la recherche d'indices. Elle trouva le journal intime de Camille, caché sous le matelas. Les pages étaient remplies de tourments. J'aime Sophie plus que tout. Mais est-ce un péché? Maman dit que l'église peut me guérir. Sophie sentit la nausée monter. Camille avait lutté en silence contre ces démons imposés par sa famille. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Était-ce de la fierté? Ou de la peur de la blesser? Elle décida d'appeler la mère de Camille, Madame Dupont. Une femme austère qu'elle n'avait rencontrée qu'une fois, lors d'une visite surprise. Bonjour, madame. C'est Sophie, l'amie de Camille. Savez-vous où elle est? La voix au bout du fil était froide. Camille est en retraite spirituelle. Elle a besoin de se recentrer. Ne l'appelez plus. Le clic de la ligne coupée résonna comme une sentence. Sophie comprit alors que la famille était impliquée. Il l'avait emmenée. Ou pire. Convaincue de partir. La rage bouillonnait en elle. Comment une famille pouvait-elle rejeter son enfant pour qui elle aimait? Sophie se rappelait les débats en classe sur les droits LGBTQ+ en France. Le mariage pour tous en 2013 avait été une victoire. Mais les mentalités évoluaient lentement dans certains milieux. Camille, avec son éducation rigide, en était la victime. Sophie passa la nuit aérée dans Paris, des Tuileries à Montmartre, espérant un signe. Mais rien. Seulement le silence oppressant de la ville lumière, qui soudain semblait si sombre. Le lendemain, elle contacta des amis communs. « As-tu vu Camille ?» demanda-t-elle à leur amie commune. Louise. Une artiste lesbienne assumée. Non. Mais elle m'a semblé distante Lately. Peut-être un Burnou? Sophie ne révéla pas la lettre. Par loyauté. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle décida de se rendre à Lyon, chez la famille de Camille. C'était risqué. Mais elle n'avait pas le choix. Le train filait à travers la campagne française. Et Sophie repensait à leurs moments heureux, les rires partagés, les rêves d'un avenir ensemble. Était-ce tout fini? À Lyon. Elle frappa à la porte de la maison familiale. Une demeure bourgeoise aux volets bleus. Madame Dupont ouvrit. Le visage pincé. Que voulez-vous? Sophie inspira profondément. Je sais pour Camille. Laissez-moi la voir. La mère blêmit. Vous êtes la raison de tout ça. Partez. Ou j'appelle la police. La porte claqua, laissant Sophie dehors, sous la pluie qui commençait à tomber. Elle avait sous-estimé la haine. Mais au lieu de décourager, cela l'enflamma. Elle rentrerait à Paris et trouverait un moyen. Camille avait besoin d'elle. De retour à Paris, Sophie s'enferma dans son appartement, entourée des fantômes de leur vie commune. Les vêtements de Camille traînaient encore dans l'armoire. Son parfum flottait dans l'air. Elle relut la lettre pour la 100e fois. Ils m'ont dit que notre amour est une maladie. Je vais essayer de guérir. Pour eux. Adieu. Les mots la transperçaient. Comment Camille, si forte en apparence, avait-elle pu céder à ces pressions archaïques? Sophie se rappelait leur discussion tardive sur la philosophie de l'identité.
Nous sommes ce que nous choisissons d'être, disait Camille en citant Existentialisme. Pourtant, elle avait choisi la soumission. Sophie décida de ne pas abandonner. Elle contacta un avocat spécialisé en droit LGBTQ+. Me. Laurent. Recommandé par une association. Votre cas est délicat, expliqua-t-il lors de leur rendez-vous dans un café du quartier Bastille. Si Camille est majeure, on ne peut pas la forcer à revenir. Mais si c'est une coercition familiale, on pourrait argumenter sur l'emprise psychologique. Sophie hocha la tête, déterminée. Elle raconta tout, la relation cachée, les appels insistants de la mère, la disparition soudaine. L'avocat nota, nous pourrions lancer une enquête pour disparition inquiétante. Pendant ce temps, à Lyon, Camille luttait dans le silence d'un couvent isolé où sa famille l'avait envoyée. Les murs froids, les prières monotones, tout lui rappelait son enfance oppressante. Elle repensait à Sophie, à leur nuit tendre où elle se murmurait des promesses d'éternité. Pourquoi ai-je accepté ça, se demandait-elle en fixant le plafond de sa cellule. Sa mère l'avait convaincue, c'est pour ton bien, ma fille. L'Église te sauvera de cette perversion. Camille avait cédé, épuisée par les mensonges accumulés. Mais maintenant, le regret la rongeait. Les jours passaient en une routine étouffante, messe, confession, session avec un prêtre qui la bombardait de versets bibliques sur la naturelle de l'amour. Dieu t'a créé pour un homme, répétait-il. Camille argumentait intérieurement, se rappelant ses lectures de Foucault sur le pouvoir et la sexualité. Mais verbalement, elle se taisait, feignant la repentance pour apaiser sa famille. Son père, un homme d'affaires rigide, l'appelait tous les soirs, tu fais le bon choix. Camille. Pense à ton héritage. L'héritage familial. Une entreprise florissante. Pesait comme une chaîne. Si elle assumait son homosexualité, elle risquait le déshéritement. À Paris, Sophie multipliait les efforts. Elle posta des messages anonymes sur des forums LGBTQ+, cherchant des témoignages similaires. Une femme répondit, ma partenaire a vécu ça. La famille l'a envoyée en thérapie de conversion. C'est illégal en France depuis 2022. Mais ça se fait encore en sous-main. Sophie frissonna. Était-ce ce qui arrivait à Camille? Elle contacta l'association inter-LGBT, qui lui offrit du soutien psychologique. Lors d'une session, la thérapeute demanda, et vous? Sophie. Comment gérez-vous votre propre coming out? Sophie réalisa alors qu'elle n'avait jamais affronté ses parents. Hypocrisie? Peut-être. Elle décida d'appeler sa mère à Nantes. Maman. Il faut que je te dise quelque chose. Je suis amoureuse d'une femme. Le silence au bout du fil fut assourdissant. Puis, Sophie. Es-tu sûre? C'est peut-être une phase. La déception voilée dans la voix la blessa plus qu'une rejet outright. Son père intervint, on t'aime quand même. Mais pense à la société. Ce ne sera pas facile. Sophie raccrocha. Larmes aux yeux. Même dans une famille progressiste, les préjugés persistaient. Cela renforça sa détermination pour Camille. De son côté, Camille complotait une évasion. Lors d'une sortie autorisée en ville, elle glissa un message à une ancienne amie lyonnaise, connue pour son militantisme. Aide-moi à sortir d'ici. Contacte Sophie à Paris.
L'ami, choqué, promit d'agir. Mais la famille veillait. Sa sœur, plus compréhensive mais loyale, l'intercepta. Camille, ne fais pas ça. Maman est fragile depuis la mort de grand-père. Camille hésita. Était-ce égoïste de choisir l'amour au détriment de la famille? Les mots moraux la déchiraient. Sophie reçut un appel anonyme. Camille est au couvent Sainte-Marie près de Lyon. Elle veut te voir? Mais c'est risqué. Le cœur de Sophie bondit. Elle prit le premier train, ignorant les avertissements de l'avocat. À l'arrivée, elle se cacha près du couvent, attendant un signe. La nuit tomba, et une silhouette familière apparut à une fenêtre. C'était Camille, amaigrie, les yeux cernés. Elles échangèrent un regard chargé d'émotion. Mais avant que Sophie puisse approcher, des voix retentirent, la mère et le prêtre. Camille disparut à l'intérieur. Frustrée, Sophie rentra à Paris, mais pas vaincue. Elle organisa une manifestation discrète avec des amis militants devant l'ambassade du Vatican, dénonçant les thérapies de conversion. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. Anonymisée, une jeune femme retenue par sa famille pour son orientation sexuelle? La pression montait. La famille de Camille paniqua. Le père appela, arrêtez ça. Ou on porte plainte pour diffamation. Sophie répondit calmement, laissez-la partir. Et tout s'arrête. Camille, entendant les échos de la manifestation via une radio clandestine, sentit une étincelle d'espoir. Elle confronta sa mère, maman. Cet amour n'est pas une maladie. C'est qui je suis. Les larmes coulèrent. La mère, ébranlée, murmura, j'ai peur pour ton âme. Mais pour la première fois, Camille vit une faille dans l'armure familiale. Le conflit intérieur culminait, elle devait choisir entre loyauté et authenticité. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. Ses études en pâtissaient. Sa thèse sur les identités queer semblait ironique maintenant. Lors d'une conférence, elle prit la parole, les pressions sociales tuent l'âme. J'en suis témoin. L'auditoire applaudit. Mais intérieurement, elle se demandait si elle n'avait pas poussé Camille trop loin dans le secret. Était-elle complice de cette souffrance? Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Sophie reçut un message codé de Camille via l'amie lyonnaise, rencontre-moi à la gare de Lyon. Demain midi. Ne dis rien. Le cœur de Sophie s'emballa. Était-ce un piège? Ou la libération tant attendue? Elle prépara un sac, prête à fuir avec elle si nécessaire. Mais les doutes l'assaillaient, et si Camille avait changé? Si la guérison avait marché? À la gare, sous l'horloge emblématique, Sophie scruta la foule. Camille apparut, vêtue d'un manteau discret, un sac à l'épaule. Elles s'étreignirent, larmes silencieuses. Je suis désolée, murmura Camille. Ils m'ont brisée. Mais pas complètement. Elles s'échappèrent dans un café proche, où Camille raconta tout, les sessions interminables, les culpabilisations, la pression pour épouser un bon parti arrangé par la famille. J'ai failli céder. Sophie. Pour la paix. Sophie serra sa main, mais tu es là maintenant. Pourtant, la joie fut de courte durée. Le téléphone de Camille sonna, sa sœur. Maman sait que tu es partie.
Elle est effondrée. Parle de suicide. Camille blêmit. Sophie sentit le sol se dérober. Était-ce une manipulation? Les familles conservatrices usaient souvent de tels chantages émotionnels. Ne retourne pas, implora Sophie. Mais Camille hésita, c'est ma mère. Je ne peux pas l'abandonner. Le dilemme moral était palpable, amour personnel versus devoir filial. Elles rentrèrent à Paris ensemble. Mais la tension était palpable. Camille s'installa chez une amie pour éviter les repérages. Sophie, quant à elle, affronta une confrontation avec ses propres parents. Venue en urgence. On a vu les nouvelles, dit sa mère. C'est vrai? Pour toi et cette femme? Sophie hocha la tête. Son père soupira, on soutient les droits. Mais pour notre fille. C'est différent. Sophie explosa, hypocrite. Vous prêchez la tolérance. Mais refusez la réalité. La dispute les laissa tous épuisés. Mais un pont fragile se forma. Camille, de son côté, reçut une lettre de son père. Reviens. Ou tu es déshéritée. Pense à ton avenir. Elle la montra à Sophie lors d'un rendez-vous secret au jardin du Luxembourg. Que faire? Sans cet argent? Comment vivre? Sophie répondit, avec moi. On construira notre vie. L'argent n'achète pas la liberté. Mais Camille doutait. Son éducation l'avait conditionnée à valoriser la stabilité sociale. Le conflit intérieur la rongeait, trahir sa famille pour l'amour. Ou sacrifier l'amour pour la sécurité? La société française, malgré ses avancées, amplifiait ses tourments. Des amis les mettaient en garde, les lesbiennes font encore face à des discriminations subtiles. Surtout dans les milieux professionnels. Camille, professeur, craignait pour sa carrière. Sophie, en thèse, voyait ses notes baisser sous le stress. Elles décidèrent de consulter un thérapeute de couple LGBTQ+ friendly. Vos traumas sont profonds, dit-il. La famille de Camille exerce une emprise toxique. Cela aida. Mais les ombres persistaient. Un soir, lors d'une promenade nocturne sur les Champs-Élysées, Camille avoua, j'ai rencontré quelqu'un au couvent. Une femme qui luttait aussi. On s'est soutenu. Sophie sentit la jalousie poindre. Juste du soutien? Camille hocha la tête. Mais le doute s'insinua. Était-ce une trahison? La tension monta. Menant à une dispute, tu m'as abandonné, cria Sophie. J'ai souffert pour nous, rétorqua Camille. Elles se séparèrent en colère, chacune ruminant ses blessures. Le lendemain, Sophie reçut un appel de la mère de Camille, venez me voir à Lyon. Seule, contre l'avis de tous, elle y alla. Dans le salon bourgeois, Madame Dupont pleura, j'ai élevé Camille dans la foi. Votre relation l'a détruit. Sophie argumenta, l'amour ne détruit pas. Vos préjugés. Oui. Pour la première fois. La mère écouta, évoquant sa propre jeunesse réprimée. Peut-être ai-je tort. Mais elle ajouta, si elle choisit vous, elle perd tout. Sophie rentra. Ébranlée. Était-ce une victoire? Ou une manipulation? Camille, apprenant la visite, fut furieuse, tu n'avais pas le droit. Cela creusa le fossé. Elles se virent moins. Chacune affrontant ses démons. Sophie se plongea dans sa thèse.
transformant leur histoire en étude de cas anonyme. Camille reprit les saignements à distance, évitant les collègues. La société les isolait subtilement, regard en coin. Murmure. Puis vint le coup de théâtre. La sœur de Camille appela, maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle demande Camille. Camille partit en urgence. Sophie l'accompagnant malgré tout. À l'hôpital, la confrontation fut inévitable. Le père gronda, c'est ta faute? Avec tes choix contre nature. Camille explosa, non. C'est votre intolérance qui nous tue. Pour la première fois. Elle assuma publiquement. La mère, faible, murmura, pardonnez-moi. Était-ce un tournant? L'hôpital de Lyon devint le théâtre d'un drame familial intense. Camille veilla au chevet de sa mère, tenant sa main froide. Je t'aime, maman. Mais je ne changerai pas qui je suis. Madame Dupont, affaiblie par la crise, hocha faiblement la tête, j'ai eu tort. La peur m'a guidée. Le père, stoïque, quitta la chambre sans un mot. Sophie attendit dehors, rongée par l'anxiété. Était-ce la fin des hostilités? Ou le début d'une guerre larvée? De retour à Paris, Camille et Sophie tentèrent de reconstruire. Elles emménagèrent ensemble officiellement, ignorant les ragots. Mais les cicatrices étaient profondes. Camille souffrait d'insomnie, revivant les sessions au couvent. Sophie, hypervigilante, analysait chaque mot. Leur thérapeute conseilla, la guérison prend du temps. Affronter les trahisons passées. Camille avoua alors, au couvent. J'ai douté de nous. J'ai envisagé une vie normale, point. Sophie pleura, et maintenant? Camille répondit, maintenant? Je choisis toi. Pourtant, les pressions extérieures persistaient. À la Sorbonne, des collègues conservateurs murmuraient sur Camille. Une professeure lesbienne? Pensez aux étudiants. Elle affronta le doyen, ma vie privée n'affecte pas mon enseignement. Il soutint. Mais l'ambiance se tendit. Sophie, défendant sa thèse, intégra leur histoire, les conflits identitaires mènent à des choix déchirants. Le jury applaudit. Mais un membre questionna, n'est-ce pas trop personnel? Elle répondit, c'est la réalité de beaucoup. La famille de Camille se fractura. La sœur, plus ouverte, visita Paris, je soutiens ton choix. Mais papa est furieux. Il a modifié le testament. Camille haussa les épaules, l'argent n'achète pas le bonheur. Mais intérieurement, la perte pesait. Était-ce le prix de la liberté? Sophie, voyant sa souffrance, proposa, on pourrait compromettre. Rencontrer ta famille à mi-chemin. Camille refusa, non. Ils doivent accepter pleinement. Un événement inattendu accéléra les choses. Une association LGBTQ+ invita Camille à témoigner lors d'une conférence nationale sur les thérapies de conversion. Elle accepta, malgré la peur. Sur scène, à la maison de la radio, elle raconta, ma famille m'a envoyé guérir d'un amour pur. Mais l'amour n'est pas une maladie. L'auditoire, ému, applaudit. Sophie, dans la salle, pleura de fierté. Mais le père, apprenant via les médias, appela, tu nous humilies publiquement. Camille tint bon, c'est ma vérité.
La répercussion fut énorme. Des articles dans Le Monde et Libération dépeignirent leur histoire comme un symbole de lutte contemporaine. Des soutiens affluèrent, mais aussi des haineux, mails anonymes, menaces. Sophie et Camille renforcèrent leur sécurité, se sentant traquées. Est-ce que ça en valait la peine, se demanda Sophie un soir. Blottie contre Camille. Oui. Pour être authentique, répondit-elle. Pourtant, une trahison surgit de l'intérieur. L'amie lyonnaise, qui avait aidé à l'évasion, révéla à la presse des détails intimes pour un scoop. Elle a dit que Camille avait envisagé un mariage arrangé. Camille fut dévastée, comment a-t-elle pu? Sophie la consola, les gens trahissent par jalousie. Cela testa leur lien. Mais elles émergèrent plus fortes, apprenant à ne faire confiance qu'à elles-mêmes. Les parents de Sophie, évoluant, vinrent dîner. On accepte maintenant, dirent-ils maladroitement. Camille sourit poliment. Mais Sophie vit la réserve. Les préjugés mouraient lentement. Puis, un appel de la mère de Camille, « Je veux te voir ?» Seule. À Lyon. Elle avoua, « J'ai convaincu ton père de te léguer une part. Mais promets de ne pas oublier tes racines. » Camille accepta. Mais posa des conditions, accepter Sophie. La mère promit d'essayer. De retour, Camille et Sophie planifièrent un voyage en Bretagne pour se ressourcer. Sur la plage de Saint-Malo, elles se promenèrent main dans la main, ignorant les regards. On a payé cher, dit Sophie. Mais on est libre. Camille hocha la tête. Mais un doute persistait, avait-elle sacrifié trop pour cet amour? Les mois suivants apportèrent une accalmie fragile. Camille reprit pleinement son enseignement, transformant son expérience en cours sur l'éthique et l'identité. Les étudiants l'admiraient pour son courage. Sophie, diplômée, ouvrit un cabinet de psychologie spécialisé en soutien LGBTQ+. Leur appartement devint un havre, rempli de rires et de projets. Mais les ombres du passé planaient. Un jour, le père de Camille mourut subitement d'une attaque. Aux funérailles, à Lyon, Camille affronta la famille. Il n'a jamais accepté, murmura la sœur. Camille, larmes aux yeux, répondit, mais il m'a aimé à sa façon. Sophie resta en retrait, respectant le deuil. La mère, veuve maintenant, s'approcha, viens vivre avec moi un temps. Camille refusa gentiment, ma vie est à Paris. Avec Sophie. C'était un choix définitif, payé par la perte. De retour, elles affrontèrent une nouvelle épreuve, une collègue de Camille, jalouse de sa notoriété, lança des rumeurs sur une liaison au couvent. L'université enquêta. Camille défendit, c'était du soutien mutuel? Rien de plus. Sophie, furieuse, confronta la collègue, votre homophobie est flagrante. L'enquête blanchit Camille. Mais le mal était fait. La confiance en les autres s'effrita. Elles décidèrent d'officialiser leur union par un pax, symbole de leur engagement. À la mairie du 4e arrondissement, entourées d'amis, elles échangèrent des vœux simples. Malgré les tempêtes, je choisis toi, dit Camille. Sophie répondit, et je paierai n'importe quel prix. La cérémonie fut émouvante, mais absente de famille. Le prix de la liberté. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient.
Camille rêvait souvent du couvent, se réveillant en sueur. Sophie la berçait, c'est fini. Mais était-ce vrai? La société évoluait. Avec des lois plus protectrices. Mais les cœurs changeaient lentement. Lors d'une manifestation pour les droits trans, elles marchèrent ensemble, sentant la solidarité. On n'est pas seul, dit Sophie. Un soir, autour d'un dîner aux chandelles, Camille avoua, j'ai parfois regretté de ne pas avoir cédé. Pour une vie plus facile. Sophie fut blessée, et nous? Camille serra sa main, mais je regretterais plus de t'avoir perdu. Cela mena à une discussion profonde sur les choix moraux. Était-il égoïste de prioriser l'amour sur la famille? Leur relation s'approfondit. Mais pas sans sacrifice. Sophie renonça à un poste à l'étranger pour rester près. Camille coupa les ponts avec certains amis toxiques. Elles construisirent une communauté, groupe de soutien, événements militants. Paris, ville de lumière, devint leur bastion. Enfin, lors d'une conférence conjointe, elles partagèrent leur histoire. Les pressions sociales forcent des choix déchirants, conclut Sophie. Mais l'authenticité vaut-elle tous les sacrifices? L'auditoire débattait. Camille ajouta, oui. Mais à quel prix? Leur vie continua. Marquée par les cicatrices mais illuminée par l'amour. Pourtant, une question persistait. Gérant des débats intimes, était-il juste de forcer une famille à accepter? Ou fallait-il parfois couper les liens pour survivre?